Bonjour à toutes et à tous. Je suis chargé de vous présenter dans cette session du DU d'arthroscopie qui a lieu à Toulouse un sujet très transversal intitulé organisation générale. Alors, comment optimiser? Vous avez 30 minutes. Je remercie Étienne Cavignac de m'avoir proposé de faire cette présentation assez inédite, je crois, dans les sessions du DIU qui sont d'ordinaire très techniques. Alors, on va commencer directement par le sujet. Comment optimiser? Le plus simple, c'est peut-être d'aller à la définition de ce terme. En fait, l'optimisation, c'est un terme qui vient de l'industrie et qui consiste donc à donner les meilleures conditions de fonctionnement à son entreprise. Alors, dans le cadre de notre activité, on ne peut pas parler vraiment d'entreprise, quoique. Il y a d'autres termes que l'on peut utiliser pour l'optimisation, c'est les termes de sécurisation et de fiabilisation. On retrouve aussi cette terminologie dans l'industrie, notamment les fabrications à la chaîne. Alors, il ne faut pas que ça vous choque. Notre activité a certains volets industriels qui s'y apparentent. Et il y a aussi dans la notion d'optimisation une notion de développement de nos activités. Alors, il y a quelques particularités quand même au métier de la chirurgie, et en particulier de la chirurgie orthopédique. Il y a cette notion d'obligation de moyens. A-t-on une obligation de moyens ou une obligation de résultat? Et c'est là qu'on voit que de plus en plus, on va nous demander une obligation de résultat. Il est donc très important de mettre en œuvre tous les moyens pour obtenir au meilleur résultat. Et pour cette raison, il faut optimiser nos pratiques. L'apport de l'hyperspécialisation, il est évident que vous êtes tous les jeunes chirurgiens, une génération qui allait naturellement se pencher vers l'hyperspécialisation. C'est un moyen aussi d'optimiser nos pratiques. Et cette notion de qualité, qui est une notion qui est difficile à définir en général et en particulier pour notre métier. Donc, on va essayer de voir de manière un peu plus précise qu'est-ce que c'est que cette qualité. La qualité, c'est notre aptitude à répondre aux exigences des patients, exigences qui peuvent être à la fois explicites ou implicites. La perception de la qualité, c'est pas ce que nous croyons mettre, nous, dans nos prestations, mais c'est bien ce que le patient y trouve et ce pourquoi il est prêt à adhérer ou à payer dans le cadre de la définition de la qualité pour une activité industrielle. Quels sont les enjeux de cette qualité? Il est très probable que cette qualité va être de plus en plus mesurée, scrutée, et elle pourrait bien être à l'avenir publiée avec des données médicales et organisationnelles de nos pratiques. Alors, dans ce sujet d'organisation générale, il y avait cette notion de RAC que l'on peut orthographier de deux manières aujourd'hui, soit récupération rapide après chirurgie, soit récupération améliorée après chirurgie. Alors tout d'abord, je voudrais vous citer une personne, Henrik Kellett, qui est un chirurgien digestif danois, qui est le père de la récupération rapide après chirurgie et qui a mis en évidence les 4 grands principes de cette RAC, qui était au départ l'ERAS pour Enhanced Recovery After Surgery. RAC, c'est un concept de récupération, ce qui signifie un retour à la vie quotidienne normale après chirurgie, de réduire l'impact physiologique de l'épisode de soins, rapide ou amélioré. La rapidité doit être au service d'un meilleur résultat et la récupération peut être dite améliorée grâce à toutes les mesures prises pour mener une intervention selon les concepts de la RAC. Et tout cela, finalement, c'est une forme de lean
adapté à la chirurgie. Alors, ce terme de Lean, peut-être certains ou certaines d'entre vous en ont déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Le Lean, c'est une méthode de travail qui a été mise au point par les industriels d'automobile avec le succès que l'on connaît, puisqu'ils ont commencé dès les années 1970, à mettre au point des méthodes pour éradiquer 3 démons, c'était la terminologie consacrée, en impliquant tous les acteurs engagés dans un processus. Les démons sont Muda, pour tout ce qui est sans valeur, Muri, excès de surcharge et surcharge de travail liés à des processus inadaptés, et Mura, la variabilité ou l'irrégularité. Donc il faut savoir rechercher ces 3 démons dans nos pratiques, les adapter à la chirurgie, et ça va être un très bon vecteur d'optimisation de nos pratiques. Éliminer le sans valeur, le Muda. Il faut donc tout préparer avant la chirurgie et il faut réfléchir à chaque étape du parcours de soins pour chaque pathologie et le préparer à l'avance. Il faut responsabiliser et définir les rôles de chaque acteur, votre rôle de chirurgien, le rôle de l'anesthésiste, le rôle du patient et s'intéresser à l'ensemble des équipes qui vont intervenir, que ce soit le brancardier, l'hôtesse d'accueil, l'infirmière, la surveillante. Il faut s'intéresser à tous ces métiers qui vont graviter autour de l'épisode de soins chirurgical. Tout ce qui n'est pas utile doit être simplifié au maximum et il faut éliminer ce qui n'est pas nécessaire. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut réduire nos durées d'hospitalisation, qu'on peut éviter l'alitement. Pourquoi certains patients doivent être dans un lit? Il n'y a aucune raison. Le drainage, c'est quelque chose qu'on a supprimé. Les soins de pansement, pourquoi faut-il faire des soins de pansement systématiques, etc., etc. Et si vous réfléchissez bien, il y a plein de choses que vous allez faire par habitude et qu'il faut en réalité simplifier. Je ne vais pas avoir le temps matériel de rentrer dans les détails, mais je vous invite à revenir vers moi après pour plus de détails. Il faut également éviter l'excès. Dans l'excès, par exemple, de charge de travail. Il y a des procédures que l'on fait qui sont inutiles, qu'il faut savoir remettre en cause et éliminer. Dans certains endroits, ce sont les équipes qui sont insuffisantes. Il faut qu'on pèse de notre poids pour obtenir des équipes suffisantes pour réaliser différentes procédures. Il faut aussi s'attacher à éviter des déplacements de patients inutiles. Donc, il faut s'intéresser au circuit du patient dans la structure et parfois à l'architecture des lieux. Pour le patient, les excès de procédures inutiles ont un rôle anxiogène et probablement pathogène si elles conduisent à des erreurs. L'irrégularité est aussi à combattre et donc pour cela, il va falloir industrialiser, toujours avec des guillemets, nos processus médicaux. Nos protocoles doivent être écrits, précis, complets, le plus fouillés possible. Chaque étape doit être reproductible. Et il faut néanmoins que tout cela puisse s'adapter à des patients qui vont avoir des pathologies différentes, des antécédents, des typologies qui varient. Ce n'est absolument pas incompatible avec notre métier, bien au contraire, et vous verrez à l'usage que c'est un facteur également de tranquillité pour vos pratiques. Alors, se mettre au lean management, ça veut dire qu'il faut s'intéresser à ce concept et puis il faut s'y mettre. Il est évident que nous sommes tous, autant que nous sommes formés avec des connaissances techniques de haut vol, un chirurgien orthopédiste est quelqu'un qui a une forte connaissance technique, mais en revanche, nous n'avons que très peu de connaissances managériales. C'est la raison pour laquelle la RAC est une évolution managériale de notre métier avec laquelle il va falloir composer et vous allez vous rendre compte que cette évolution managériale va conduire à une amélioration sensible des résultats et une sécurisation de nos résultats. Alors, si vous voulez bien, je vous propose que l'on voit ce parcours de soins qui a été schématisé ici par un neurochirurgien qui s'appelle Bertrand de Bonneau et qui a écrit un article sur la hernie en ambulatoire. Il avait
proposer ce schéma qui a été repris de nombreuses manières. Et on va essayer de voir étape par étape comment est-ce que l'on peut optimiser une prise en charge chirurgicale standard. Alors l'accueil, la consultation, l'anesthésie. Il ne faut pas oublier que la première fois que vous rentrez en contact avec un patient, ça va être via votre accueil. Il est très, très important d'avoir un mobilier accueillant, du personnel intelligent accueillant, qui va être la première impression que vous allez laisser à votre patient. Le diagnostic, vous allez avoir aujourd'hui de très nombreuses sessions extrêmement précises menées par d'éminents spécialistes. Le diagnostic, c'est une chose. Après, ce qui est fondamental dans nos pratiques, c'est l'indication. L'indication, c'est vraiment à partir de là que tout va se jouer. Les explications, de mon point de vue, doivent être concises par le chirurgien. Il n'est pas nécessaire que le chirurgien se perde en explications et y passe de longues minutes. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de poser un diagnostic, d'avoir la juste indication. Et après, les explications peuvent être déléguées à quelqu'un en qui vous avez toute confiance. Et pour ma part, j'utilise une consultation infirmière immédiatement après la première consultation si celle-ci débouche sur une indication chirurgicale. J'insiste par ailleurs sur la relation avec les anesthésistes avec lesquels vous allez travailler, qui est absolument indispensable si vous voulez travailler correctement. L'éducation thérapeutique, qui doit être faite, à mon avis, par une infirmière ou un infirmier dédié, qui doit connaître parfaitement vos procédures chirurgicales, votre façon de procéder et les suites attendues de chaque intervention. Cette consultation infirmière permet une explication, une répétition et une traçabilité de cette information donnée. Il est utile de la compléter d'un accès à des informations complémentaires, soit par une ligne dédiée qui permet aux patients de vous rappeler pour en avoir plus d'informations, soit un site internet. Chacun fait comme il le veut. Pour ma part, je préfère l'information délivrée sur papier et un complément par téléphone ou par mail. Il s'agit là de trouver un juste équilibre entre l'accompagnement du patient qui est indispensable, mais aussi de l'impliquer dans son processus de soins. Il faut savoir que dès cette consultation d'éducation thérapeutique, nous préparons la sortie, c'est-à-dire que le patient aura déjà toutes ses ordonnances délivrées, il connaîtra les modalités de sortie, et donc ce sera déjà quelque chose de préparé à l'avance. Alors, les modalités pratiques de l'hospitalisation. Beaucoup de nos confrères considèrent que ce n'est pas leur sujet, ce n'est pas leur boulot. Certes, ce n'est pas leur boulot, mais il est indispensable de s'intéresser à cette partie-là. Pourquoi il est indispensable? Eh bien, parce que lors d'une hospitalisation, il ne faut pas qu'il y ait de couac, comme on dit, il ne faut pas qu'il y ait d'incident. Car le moindre incident qui survient dans un processus d'hospitalisation est la porte d'entrée de doléances de la part des patients. Ça peut également être une source de stress, une perception d'une qualité médiocre, mais c'est également pour vous un inconfort si jamais le patient se perd, le patient est en retard, le patient arrive stressé. Donc, c'est vraiment le déroulé administratif et concret de l'hospitalisation est un sujet auquel vous devez vous intéresser pour justement ne plus avoir à vous en soucier après. Il faut savoir travailler sur les flux. En effet, aujourd'hui, il n'est pas admissible qu'on convoque tous les patients à 7 heures du matin, alors que le dernier sera opéré à 16 heures. Il doit donc y avoir un travail sur une étude de la durée de chaque intervention pour être très précis dans vos convocations. Ça aussi, c'est une perception de qualité qui sera très appréciée par les patients. L'évolution de l'anesthésie, c'est un vrai sujet. Récemment, et grâce à l'impulsion de l'ERAS et de la récupération rapide après chirurgie, nos anesthésistes se sont bien penchés sur le sujet et on a mis en place un jeûne moderne avec une alimentation solide qui doit être stoppée 6 heures avant l'induction de l'anesthésie
et une alimentation liquide qui doit être prolongée jusqu'à 2 heures avant l'induction. Ça, c'est très important pour le patient qui, en termes de confort, va se sentir beaucoup plus à son aise, mais ça a aussi un rôle sur le risque infectieux. La prémédication doit être supprimée et aujourd'hui, il y a des possibilités d'anesthésie générale moderne qui permettent une prise en charge ambulatoire extrêmement courte et bien évidemment, les ALR ont pris un essor très utile, notamment pour le membre supérieur. Lors de l'hospitalisation, on revient dans le lean management et il faut savoir éliminer toutes les procédures qui sont inutiles. On le sait aujourd'hui, par exemple, les protocoles de préparation cutanée ont longtemps été beaucoup trop lourds et complexes avec une douche à la bétadine la veille, une deuxième douche le matin, un premier badigeon dans le service, un deuxième au bloc opératoire, un troisième par le chirurgien. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'une douche au savon doux et un badigeon unique avec une solution alcoolique à 2% est suffisant pour envisager une intervention chirurgicale. Également, si vous supprimez la prémédication, vous pouvez tout à fait faire descendre le patient à pied dans le bloc opératoire. L'attente doit être réduite au maximum. Bref, il y a, lors de l'hospitalisation, beaucoup de petites choses à simplifier pour avoir un trajet beaucoup plus linéaire et simple. Sur le plan chirurgical, l'optimisation n'est pas vraiment une révolution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modifications chirurgicales qui permettent de faire vraiment évoluer les choses. Simplement, l'analgésie multimodale est un point très important. Et à ce titre, en arthroscopie, je vous invite en particulier en chirurgie du genou à utiliser la ropivacaïne 7,5 mg par millilitre à 20 ml en injection intra-articulaire pour toute chirurgie du genou, qu'elle soit ligamentaire ou méniscale. Les drains doivent bien évidemment être supprimés, y compris dans les ligamentoplasties. L'ambulatoire. L'ambulatoire est un véritable laboratoire de qualité. Il impose l'amélioration de nos processus, il réduit les risques et les limites sont sans cesse repoussées. Comme vous le savez, de plus en plus, nous sommes de plus en plus nombreux à faire des prothèses de genoux en ambulatoire. Moi, j'ai commencé en 2014 et c'est une pratique qui est aujourd'hui routinière, sécurisée, sur laquelle nous avons travaillé notamment avec Jérôme Burgier récemment. En réalité, l'ambulatoire est une suite logique et une conséquence de l'optimisation de nos pratiques. Et c'est grâce à cette optimisation que nous avons progressivement migré vers une chirurgie ambulatoire systématique pour les ligaments croisés et à 50% pour les prothèses de genoux. Le post-opératoire ambulatoire, là aussi, il doit être optimisé à plein de points de vue. Le timing doit être très serré, c'est-à-dire qu'il faut connaître les temps moyens de réveil de nos patients pour que l'alimentation orale soit débutée le plus tôt possible et que la mobilisation nécessaire par les infirmières ou par les kinés soit prévue dans un temps court afin de donner aussi une notion de dynamisme dans le post-opératoire aux patients. Les sorties doivent être validées par le personnel infirmier qui peuvent le faire soit sur une checklist de sortie, soit avec l'aide d'un score comme le score de Chung. Par contre, je pense qu'il est utile que les chirurgiens passent voir leurs patients systématiquement en fin de chirurgie ambulatoire. Certains font des visites par téléphone. Je n'y adhère pas, mais je crois que c'est une solution qui reste acceptable. Pour ma part, j'ai augmenté aussi le passage de mon assistante qui vient donner les derniers documents nécessaires à la sortie aux patients. Et donc, ça donne l'impression aux patients d'avoir une prise en charge multiple et plusieurs personnes qui interviennent dans l'hospitalisation. Le retour à la maison, on ne peut pas dire que ce soit la fin de la procédure. Il se passe encore des choses à la maison qu'il faut maîtriser.
Tout d'abord, l'accompagnant. L'accompagnant doit être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de validé, qui soit au courant de ce qu'il se passe. Alors, il est vrai que plus la chirurgie est lourde, notamment la chirurgie prothétique, plus le rôle de l'accompagnant est important, mais il faut quand même s'assurer, d'ailleurs c'est médico-légal, il doit y avoir un accompagnant pour toute chirurgie ambulatoire. Pour ce qui est du numéro d'appel en cas de problème, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a parfois plusieurs numéros, le numéro du secrétariat, le numéro de l'unité d'hospitalisation, le numéro du standard, le numéro des urgences. Il faut, à mon avis, que vous sélectionnez un seul numéro qui soit un numéro fiable, qui permette au patient d'avoir un interlocuteur qui sache répondre à la question posée en cas de nécessité. Ce sera pour vous une grande source de tranquillité également. L'appel du lendemain est très important. Il permet de recueillir beaucoup d'informations et je vous encourage à faire une grille d'acquisition de ces données de l'appel du lendemain. Pour ce qui est des pansements, moi je considère que le pansement doit être fait au bloc opératoire pour une durée de 10 jours, qu'il peut être tout à fait enlevé par le patient lui-même au bout du 10e jour. Et je vous encourage à utiliser ces films transparents qui viennent recouvrir les stéristrips pour les arthroscopies de genoux. Si vous faites des points intradermiques au fil résorbable recouverts de stéristrip et d'un film plastique, vous avez la possibilité de laisser vos patients prendre des douches sans soin de pansement et ils enlèvent eux-mêmes leur pansement au 10e jour. C'est très satisfaisant pour eux. Les anticoagulants doivent être supprimés dans les arthroscopies. Je crois que certains en prescrivent encore, c'est une aberration. Et dans la ligamentoplastie, c'est encore un sujet de controverse, mais nous avons publié récemment avec Xavier Bail et Jérôme Murgier un papier sur l'innocuité du traitement, la non-dangerosité du traitement sans anticoagulant en post-opératoire de ligamentoplastie du croisé antérieur. La consultation post-opératoire. La consultation, elle fait partie encore du geste chirurgical. C'est une consultation de validation de fin de l'épisode de soins. C'est pour vous une acquisition de données du déroulé de cette phase. Et c'est aussi une occasion de valoriser la satisfaction du patient et de le rappeler sur cette évolution. Les données doivent être acquises au fil de l'eau. Il y a de plus en plus d'outils, d'applications, de logiciels qui permettent une acquisition de données. Je crois que c'est très, très important à court et moyen terme. Alors, vous avez vu l'ensemble de ce parcours de soins et je vous invite, si vous avez le temps et si ça vous amuse, à regarder ces 10 extraits de films de séquences ambulatoires dans différents pays et pour différentes spécialités qui avaient été faits à l'occasion du congrès d'ambulatoire que nous avions fait à Annecy en 2018. Alors, comment optimiser? L'optimisation, pour conclure, c'est un tout, c'est-à-dire que ça englobe le côté administratif, le côté organisationnel, le côté médical strictement, avec la qualité du diagnostic et de l'indication, la prise en charge du patient. C'est vraiment une approche comme l'approche multimodale pour la douleur, c'est une approche multimodale pour l'organisation. Il faut savoir s'intéresser à tous les détails. Notre métier évolue, on est en train de devenir des techniciens de plus en plus aguerris, précis, avec des techniques chirurgicales reproductibles, mais il y a toute cette part managériale qui apparaît et qui devient absolument indispensable. Certes, l'amélioration de nos résultats doit rester la priorité, mais je suis convaincu que cette amélioration passe par des processus d'optimisation, d'amélioration de la qualité. Les données que vous devez continuer d'acquérir sont à moyen terme et long terme votre richesse et votre levier. C'est-à-dire que après quelques années de pratique, vous serez très content de connaître précisément l'activité que vous avez eue, de savoir l'évaluer et de savoir la valoriser. C'est aussi un levier, c'est-à-dire que si vous connaissez votre volume d'activité, votre taux d'échec, votre taux de résultats,
ce sera pour vous une façon de valoriser votre activité. Comment optimiser? Deuxième conclusion, je reviens sur ce terme de qualité. La qualité est un élément absolument essentiel de nos pratiques. Il ne faut pas hésiter, comme on l'a fait avec le Lean Management, de s'inspirer de techniques de management qui ont fait la preuve en dehors du monde de la santé. Qu'est-ce qu'il y a comme perspective d'avenir pour cette optimisation? On peut imaginer que l'intelligence artificielle couplée à l'acquisition massive de données pourra conduire à une optimisation notamment de la prise en charge diagnostique, de la prise en charge des indications et probablement d'une meilleure connaissance de nos patients avant de les faire entrer dans un processus de soins. La téléconsultation est un outil qui a explosé ces derniers mois. Jusqu'où pourra-t-elle aller? C'est très certainement un outil très utile et qu'il va falloir également approfondir et étudier et qui pourra intervenir dans l'optimisation de nos pratiques. Je suis personnellement convaincu que des centres ambulatoires dédiés seront nécessaires à l'avenir et on le sait particulièrement aujourd'hui avec la crise que nous traversons et qui ne cesse d'augmenter, que le fait de dissocier les flux des patients en chirurgie réglée et des patients urgents ou des patients infectés de type Covid est une évidence. En dernier lieu, j'aimerais vous parler de l'empathie, qui est à mon avis l'arme absolue et l'arme d'optimisation massive. En effet, si vous faites l'effort dans vos pratiques de vous mettre à la place de votre patient et d'imaginer ce qu'il va vivre et comment il va le vivre, de passer en quelque sorte virtuellement de l'autre côté du champ opératoire, vous vous rendrez bien plus compte de ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour son bien-être et pour la qualité de vos résultats. Je laisse le mot de la fin à cet avocat qui est l'avocat de notre assureur professionnel qui insiste sur le fait que la communication, la disponibilité, l'empathie à l'égard du patient constituent des socles indispensables et probablement feront la différence. Je vous remercie et je vous invite à poursuivre ce topo si vous le souhaitez à l'occasion d'échanges par mail. Vous adresser à Étienne Cavignac qui fera suivre. Merci et à bientôt.